L'art de la guerre est un traité de stratégie militaire et l'œuvre majeure de Sun Tzu, un général chinois ayant vécu il y a plus de 2500 ans. Séparé en 13 chapitres, l'art de la guerre est l'un des ouvrages les plus importants du domaine. Il a été utilisé et a influencé certains des personnages les plus illustres de l'histoire, de George Washington à Mao Zedong, en passant par Napoléon. L'art de la guerre est toujours lu par des figures de nombreux domaines, du sport aux affaires, en passant par la politique. Sun Tzu dit « La guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est le domaine de la vie et de la mort. La conservation ou la perte de l'Empire en dépendent. Il est impérieux de le bien régler. » Sun Tzu considère qu'en suivant correctement et précisément ses méthodes, victoire est acquise. Dès lors, l'État se doit de maîtriser l'art de la guerre pour prospérer et assurer la sécurité de ses citoyens. Les guerriers victorieux gagnent, puis partent à la guerre. Là où les défaits partent à la guerre, puis cherchent à la gagner. Pour Sun Tzu, une préparation bien réalisée est l'élément indispensable pour mener son État à la victoire. Si l'on évoquera la situation des espions, l'entraînement des troupes est d'une importance cruciale. Le roi de Wu avait lu le traité de Sun Tzu et le mit au défi de mettre son œuvre en application avec des femmes. 180 courtisanes lui furent amenées, qu'il divisa en 2 compagnies avec les favorites du roi à leur tête. Après avoir donné des ordres basiques, le général fut accueilli par des rires. Si les ordres n'ont pas été assez clairs, le général est à blâmer. Il réessaya sans succès et au lieu d'être déconcerté, expliqua que si les ordres sont clairs et que les soldats désobéissent, c'est alors la faute de leur officier. Sun Tzu ordonna que les 2 chefs de division soient décapités sur place. De nouvelles femmes prirent leur place et les compagnies exécutèrent les ordres comme si elles n'avaient fait que cela de leur vie. Malgré plusieurs récits de violence, l'art de la guerre est un ouvrage prenant une vision de la guerre qui évite au maximum l'emploi de la violence. Ainsi, il est énoncé que l'art suprême de la guerre est de briser les résistances de l'ennemi et le soumettre sans combat. Si la guerre est vue par Sun Tzu comme une composante inévitable des sociétés humaines, éviter les pertes superflues en est aussi un élément crucial. À l'époque de l'écriture, la Chine était plongée dans plusieurs siècles de guerres incessantes qui ne rendaient que plus évident le coût des affrontements sur la société. Il n'est donc pas surprenant qu'un des enseignements principaux de l'ouvrage soit « La plus grande des victoires est celle qui ne requiert aucune bataille ». Pour ce faire, Sun Tzu parle en profondeur de l'art de la tromperie, basé sur l'espionnage et le contre-espionnage. Toute guerre est basée sur la tromperie. Quand capable d'attaquer, on doit sembler incapable. Quand l'on utilise ses forces, on doit sembler inerte. Quand l'on est proche, il faut faire croire à l'ennemi que l'on est loin. Quand l'on est loin, il faut faire croire à l'ennemi que l'on est proche. Sun Tzu dit « Si vous connaissez l'ennemi et que vous vous connaissez, n'ayez crainte du résultat de 100 batailles. Si vous vous connaissez mais que vous ne connaissez pas l'ennemi, chaque victoire souffrira d'une défaite. Si vous ne connaissez ni vous ni l'ennemi, vous périrez dans chaque combat. » L'information est le nerf de la guerre. Pour Sun Tzu, se connaître avec ses qualités comme ses défauts est le premier pas vers la victoire. Connaître celle de l'ennemi est l'assurance de victoire infinie. Sun Tzu met en avant l'importance d'un réseau d'espions et l'histoire a bien montré que l'espionnage et le contre-espionnage, art de faire croire à l'ennemi qu'il connaît votre situation, jouent un rôle crucial lors d'un affrontement. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le décryptage du code d'Enigma a par exemple permis aux Alliés de connaître nombre de plans de l'Axe et fut un des éléments ayant renversé le cours de la guerre. Ainsi, dans une époque avec une immense variété d'informations, le danger est de croire que l'on sait tout, au risque de voir nos certitudes exploitées par l'ennemi. Éviter ce qui est fort et frapper ce qui est faible. Durant la révolte de 1916, Lawrence d'Arabie ne possédait pas plus d'informations que les Turcs, mais il savait qu'il considérait comme suicidaire d'attaquer Aqaba par le désert. Lawrence d'Arabie attaqua donc Aqaba par le désert, et face au manque de préparation adverse, décima la ville. Comme le serment d'Aqaba. Dans l'autre sens, il s'agit aussi de faire croire à l'ennemi que vous êtes faible là où vous êtes fort, et fort là où vous êtes faible. Si ces forces sont unies, séparez-les. Ces enseignements reflètent à merveille la tactique qui fut utilisée par les Alliés au cours du débarquement. Afin de réduire au maximum la résistance sur les plages françaises, les Anglais ont rendu facilement interceptables de nombreuses fausses informations sur un déploiement en Scandinavie. Les troupes soviétiques ont aussi porté une offensive afin d'occuper un maximum de troupes de l'Axe. Ainsi, de nombreux bataillons étaient dispersés alors que les troupes alliées procédaient au débarquement. Le secret réside dans la confusion de l'ennemi, de sorte qu'il ne puisse imaginer votre véritable intention. Quand l'ennemi se repose, faites-le travailler. Quand il a mangé, affamez-le. Quand il s'est installé, faites-le se déplacer. Cette tactique est parfaitement illustrée par la bataille décrite dans 300, où les Spartes attaquent les Perses en train de descendre de leurs navires.
so at dawn, the hopeless Athenians do the unthinkable. They attack. They attack the weary Persians as they disembark their ships on shaky legs after a month at sea. They attack before they can establish their war camp and supply their soldiers. Dans le chaos, il existe une opportunité. Sun Tzu élève l'adaptation au rang d'un des facteurs les plus importants pour décider du résultat d'une bataille. Il souligne que n'importe quoi peut arriver durant un affrontement et que les généraux devraient dès lors toujours être prêts à faire face au pire, quitte à parfois prendre des risques. L'attaque est le secret de la défense est la préparation d'une attaque. Le conseil qui en découle est alors de garder son calme et d'évaluer correctement la situation malgré le chaos qui règne. Dans cet état d'esprit, le général sera alors capable de saisir les meilleures opportunités qui se présenteront dans le chaos de la bataille et en prenant les bons risques, celui-ci s'assurera la victoire. Cette façon de penser a été portée par des entreprises qui n'ont pas hésité à revoir leur modèle de fonctionnement, non pas pour accompagner un changement, mais pour en être la force créatrice. Avec l'iPhone, l'iPad ou iTunes, Apple est un excellent exemple d'une société qui a pris le risque de mettre en danger certains de ses intérêts pour créer un changement global dans l'industrie. Soyez agile comme le vent et rapprochés comme la forêt. Attaquez comme le feu et tenez comme la montagne. Durant la période Sengoku au Japon, le daimyo Takeda Shingen était réputé invincible grâce aux enseignements du livre, alors qu'il n'utilisait pas d'armes à feu, alors nouveau standard dans les affrontements. L'art de la guerre lui a même inspiré sa formation de bataille standard, le Furin Kazan, contraction japonaise de vent, forêt, feu et montagne. Il n'existe pas d'exemple d'une nation ayant profité d'une guerre qui s'est prolongée. Sans même s'intéresser aux guerres mondiales qui ont eu un impact négatif universel, à l'exception du domaine scientifique et de l'espace, les exemples de l'URSS en Afghanistan et des États-Unis au Vietnam sont frappants. La majorité des rares défaites connues par les deux pays ont en commun qu'elles comptent parmi les affrontements ayant duré plus de 3 ans. Sun Tzu rappelle que la rapidité est l'essence de la guerre. Prenez avantage du manque de préparation ennemie, prenez des chemins inattendus et attaquez les endroits sans surveillance. Dans les deux cas, c'est l'opposé qui s'est produit avec des attaquants trop sûrs de leur supériorité et des troupes locales prêtes à exploiter des tactiques plus proches de la guérilla urbaine que des affrontements conventionnels. Avec l'avantage de connaître un terrain peu connu de leur adversaire, les déserts d'Afghanistan et les jungles vietnamiennes, les deux guerres ont tourné au fiasco pour l'envahisseur. Le général von Nguyen a implémenté des tactiques de l'ouvrage durant la bataille de Dien Bien Phu, qui mit fin à la présence française en Indochine et amena les accords qui ont séparé le Vietnam entre Nord et Sud. Il en réutilisa avec grand succès durant la guerre du Vietnam, ce qui remettra l'ouvrage au goût du jour pour l'état-major américain. Cette notion a souvent aussi pu être remarquée dans les compétitions économiques. L'affrontement frontal pendant des années entre Uber et Didi en Chine pour le contrôle des VTC du pays a par exemple eu des effets négatifs importants sur les deux entreprises. Si votre ennemi est prêt en tout point, soyez préparé. S'il est supérieur, évitez-le. Si votre adversaire est lunatique, irritez-le. Prétendez la faiblesse pour qu'il devienne arrogant. S'il prend son temps, ne lui laissez aucun repos. Créez des divisions entre souverains et sujets. Attaquez là où il n'est pas préparé, apparaissez là où c'est inattendu. Si vous connaissez la faiblesse de votre adversaire, vous ne pourrez que gagner. Entre souverain et sujet. Attaquez là où il n'est pas préparé, apparaissez là où c'est inattendu. Si vous connaissez la faiblesse de votre adversaire, vous ne pourrez que gagner. Mais lorsqu'il est prêt, vous devez le forcer à agir de façon inhabituelle et le pousser à faire une erreur qui vous offrira l'opportunité. Si vous connaissez la faiblesse de votre adversaire, vous ne pourrez que gagner. Mais lorsqu'il est prêt, vous devez le forcer à agir de façon inhabituelle et le pousser à faire une erreur qui vous offrira l'opportunité qui mènera à la victoire. Ce sont seulement le dirigeant éclairé et le sage général qui utiliseront la plus haute intelligence de l'armée pour l'espionnage avec grand succès. Durant la guerre d'hiver entre la Finlande et l'URSS, les généraux finlandais Marshal Mannerheim et Axel Eero, qui étaient David Lecter de l'art de la guerre, ont utilisé des tactiques d'affaiblissement progressif des troupes ennemies. Alors qu'ils étaient à 10 contre 1, les soldats soviétiques ont été éliminés par leur manque de connaissance du terrain et une guerre d'usure orchestrée par les Finlandais. De nombreux soldats sont ainsi morts en tombant dans des lacs gelés, affamés ou éliminés par des snipers cachés dans la neige. Les Finlandais faisaient de plus usage d'une autre tactique de l'art de la guerre: utilisez l'ennemi conquis pour augmenter votre puissance. Lorsque les troupes soviétiques étaient séparées par les locaux, celles-ci récupéraient sur les envahisseurs ce qui pouvait leur servir à tenir plus longtemps et affaiblissait d'autant plus les autres unités ennemies. L'art de la guerre est crucial car, comme le conclut Sun Tzu et le démontrent les exemples des plus grands empires,
Un royaume qui a été détruit ne reviendra jamais, tout comme les morts ne peuvent revenir à la vie. Cet épisode sur l'art de la guerre a été plébiscité lorsque je vous ai posé la question à la fin de la dernière vidéo, et je suis content de l'avoir fait puisque je voulais le faire depuis très longtemps. Je vais éviter celle sur le Bitcoin comme vous me l'avez demandé, mais je ferai sûrement rapidement les vidéos sur Apple et comment réussir un film d'horreur. Entre temps, d'autres vidéos s'intercaleront sûrement. J'attaque d'ailleurs en ce moment même un projet de grande ampleur avec une nouvelle série de vidéos comme j'avais pu le faire sur le paradoxe de Fermi. La vidéo sera cependant bien plus longue puisque je vise une durée d'au moins 1 heure pour le programme complet.